Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez À l'horizon, le format audio de la boussole. Merci pour votre écoute et bon épisode. C'est avec humilité et gratitude que la boussole exerce sa mission sur le territoire non cédé des peuples salish du littoral, les territoires des Premières Nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Par ces mots, nous tenons à exprimer notre profond respect pour ces peuples, leur territoire, leur culture et leurs membres. C'est Camille à la boussole. On espère que vous allez bien. Pour accompagner cette rentrée ensoleillée, notre podcast du mois sera tourné vers les cultures des premiers peuples. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous souhaitons revenir sur un événement qui va avoir lieu à la boussole prochainement. Nous sommes heureux et heureuses d'organiser un atelier autour de la culture de la nation Squamish qui aura lieu le 18 septembre avec Anjanette Dunson. Ainsi, si le sujet d'aujourd'hui vous intéresse et que vous souhaitez approfondir davantage vos connaissances sur l'histoire des premiers peuples, nous vous invitons à nous rejoindre lors de cet atelier. Le sujet de ce podcast du mois de septembre a pour objectif de faire écho au 30 septembre, date importante dans l'histoire du Canada. Le 30 septembre de chaque année marque la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Initialement créée comme jour de commémoration en 2013, elle est devenue une fête légale depuis 2021. Cette journée vise à honorer la mémoire des enfants qui ne sont jamais revenus des pensionnats, à rendre hommage aux survivants ainsi qu'à leurs familles et leurs communautés. Cette journée constitue un moment essentiel pour reconnaître publiquement l'histoire tragique des pensionnats et leurs séquelles durables. Cette commémoration s'inscrit au cœur du processus de réconciliation et fait partie intégrante de l'histoire du Canada. Le 30 septembre est aussi la journée du chandail orange, qui est une journée des commémorations organisée par les communautés autochtones visant à sensibiliser aux conséquences intergénérationnelles des pensionnats sur les individus, les familles et les communautés, et à promouvoir le concept « Chaque enfant compte » (Every Child Matters). Le chandail est un symbole de dépossession de la culture, de la liberté et de l'estime de soi dont ont été victimes les enfants autochtones durant plusieurs générations. Ainsi, nous vous encourageons à porter du orange lors de cette journée pour rendre hommage aux milliers de survivants des pensionnats. C'est dans cette thématique que nous sommes honorés aujourd'hui d'accueillir Diane Campeau. Nous tenons à prévenir nos auditeurs et nos auditrices que certains aspects de cette discussion abordent des sujets sensibles qui peuvent être difficiles à entendre. Notre invitée s'appelle Diane Campeau. Diane Campeau détient un doctorat en éducation de l'Université de Sherbrooke, Québec. Ses recherches traitent de l'intégration des dimensions culturelles autochtones dans l'éducation. Elle est actuellement professeure associée et chargée de cours au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta et depuis septembre, chargée de cours en éducation autochtone à UBC. Elle a contribué et contribue encore à divers projets au regard de l'éducation autochtone dans plusieurs provinces au Canada, notamment en Colombie-Britannique, en Ontario, en Alberta, au Québec et au Yukon. Voilà un parcours très impressionnant. Bonjour Diane, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être présente avec nous aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir. Nous avons eu énormément de chance, nous l'équipe à la boussole, de suivre l'une de vos formations plus tôt cette année, afin d'approfondir un peu nos connaissances et de mieux comprendre les réalités des premiers peuples, pour pouvoir nous mieux les accompagner dans notre travail au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a amené à vous consacrer à la pédagogie autochtone? C'est une excellente question. En fait, à un moment donné dans mes études, parce que j'ai aussi des études en éducation relative à l'environnement, et je suis tombée sur des textes qui parlaient de l'approche traditionnelle d'éducation autochtone. Et là, j'ai reconnu comment mon père, qui était un chasseur, comment il nous avait éduqués et comment le grand-oncle qui a pris la relève quand mon père est mort, qui lui était de la nation Abénaki. Donc moi, j'ai pas d'identité autochtone, mais mon grand-parent, mon grand-oncle qui nous a pris en charge après la mort de mon père, lui, il était d'origine Abénaki. Et je voyais très bien la forme d'éducation que j'avais à la fois reçue et aussi peut-être spontanément la façon dont j'ai enseigné moi-même depuis plusieurs années. Donc évidemment, par le biais des auteurs qu'on me citait, qui étaient des auteurs autochtones, je suis allée vraiment me documenter par rapport à ces auteurs-là et par la suite, j'ai voulu vérifier si quelqu'un, quand j'ai fait la maîtrise, j'ai voulu vérifier si on n'avait pas nécessairement mes référents culturels, est-ce qu'on pouvait appliquer cette pédagogie-là
sans voir nécessairement que c'est certaines références que moi j'avais eu la chance d'avoir, parce que dans ma famille c'était positif d'être autochtone. Ça veut dire que le regard qu'on avait nous dans ma famille au regard des autochtones, évidemment on en avait dans notre proche famille, mais c'était aussi, ça voulait dire qu'on avait des savoirs, ça veut dire que ces gens-là avaient des connaissances importantes à transmettre, et le regard qu'on avait envers les autochtones c'était positif. Donc pour moi, quand j'ai découvert toute cette panoplie-là de recherches et d'écrits sur l'éducation autochtone, sur la pédagogie autochtone, sur quelle était la philosophie éducative des premiers peuples. Mais évidemment, ça m'a vraiment interpellée. Et puis j'ai regardé justement dans le cadre de la maîtrise, j'ai regardé avec d'autres enseignants si je pouvais amener des enseignants qui n'avaient pas ces références-là à appliquer ces pédagogies-là. Et la réponse est oui. Et par la suite, au niveau du doctorat, mais j'ai voulu intégrer des savoirs et perspectives autochtones dans un curriculum au Québec qui ne le demandait pas, malheureusement, et dans des écoles où il y avait 60% d'élèves qui étaient Anishinaabe et Algonquin. Alors, je trouvais que c'était indispensable que ces enfants-là puissent se reconnaître dans ce qu'on leur présentait à l'école. Incroyable. On a de la chance d'avoir quelqu'un comme vous, vraiment, où vous avez beaucoup d'années d'expérience. Quelles évolutions positives avez-vous observées dans la reconnaissance et l'intégration des savoirs autochtones dans le système éducatif, justement? Mais il y en a beaucoup, en fait. Malheureusement, je dois dire que il y a des provinces qui sont plus en retard que d'autres. La Colombie-Britannique est la province la plus en avance, parce que moi, j'étudie presque toutes les provinces et je me tiens au courant de tout ce qui se fait dans chacune des provinces. Et la Colombie-Britannique, depuis bientôt 10 ans maintenant, est très en avance sur l'ensemble des autres provinces. Par ailleurs, ce n'est pas parfait dans nos classes, dans nos salles de classe. On a encore beaucoup à faire pour ramener le personnel enseignant et les directions d'école à adhérer à ces façons de faire là. Mais comme je travaille en Ontario, l'Ontario a mis récemment aussi des savoirs et perspectives autochtones dans son curriculum scolaire. L'Alberta également, il y en a aussi dans la Saskatchewan. Moi, mon repère, c'est jamais les sciences sociales, les sciences humaines, parce que nécessairement on va parler des Premières Nations, des autochtones en général, Premières Nations Inuit et Métis, dans les sciences humaines, dans l'histoire entre autres. Mais moi je regarde les sciences et les mathématiques. Si une province a intégré dans son programme de sciences et des mathématiques les savoirs et perspectives autochtones, ça veut dire qu'ils sont en avance dans leur pensée. Et pour en savoir un peu plus justement sur la pédagogie autochtone, comment est-ce que vous la définiriez? En quoi est-ce qu'elle se distingue des approches pédagogiques occidentales? Et pourquoi est-ce que, vous en avez déjà un peu parlé, mais pourquoi est-ce que c'est vraiment essentiel dans nos écoles aujourd'hui? En fait, parce que quand on a les savoirs et perspectives autochtones qui sont intégrés dans les curriculums scolaires, ce sont obligatoires. Donc, puis même en Colombie-Britannique, on donne beaucoup d'exemples aux enseignants pour qu'ils puissent indiquer qu'est-ce qu'ils doivent enseigner. Mais ça, c'est une chose. Mais d'autre part, il faut aussi que la pédagogie qui s'ensuit, elle soit aussi culturellement signifiante. Et donc, la pédagogie autochtone, elle se distingue parce que de tradition, on formait un individu non pas pour lui-même, mais pour l'ensemble de la communauté. Donc, ça veut dire qu'on s'éloigne beaucoup de ce qu'on appelle le paradigme industriel, c'est-à-dire qu'on forme tout le monde à la même chose, de la même façon, pour éventuellement répondre au marché du travail. Dans la pédagogie autochtone, on a un regard très, très fin sur l'individu, sur ses talents, ses aptitudes, ses intérêts, parce que on se dit que ces aspects-là de l'individu vont être au service de la communauté. Et donc, on va valoriser les différences. Et ça, c'est fondamental. Quand dans notre système occidental, on a tendance à appliquer toutes sortes de mesures pour faire en sorte que notre enfant, notre élève qui est différent, qui puisse réintégrer la normalité, tandis que dans le monde autochtone, on accepte cette différence-là comme étant en plus. Et ça, c'est un des aspects le plus important. L'autre aspect, bien sûr, c'est toute la question de apprendre par l'oralité, apprendre par la modélisation, apprendre en faisant, apprendre dans l'action. Et dans les deux recherches que j'ai menées à la maîtrise au doctorat,
quand on applique ce genre de pédagogie-là, qui est plus active, qui est plus avec la manipulation en utilisant d'autres médiums que l'écrit, ce qui est ressorti des deux recherches, c'est l'engagement des élèves dans la tâche, c'est l'engagement des élèves dans leurs apprentissages. Et une fois que l'élève est engagé, mais là, je peux lui amener des éléments théoriques plus formels parce qu'il va accepter de les prendre, parce qu'il est prêt. C'est vraiment super intéressant. On va un peu parler quand même de l'histoire du Canada. Selon vous, quel rôle joue la connaissance de l'histoire du Canada dans la sensibilisation et l'éducation du public? Quand on parle de la Commission Vérité et Réconciliation, c'est important parce que il y a des vérités qu'il faut entendre. Et particulièrement, si on est nouvellement arrivé, donc ce sera bientôt la 10e année, en fait, de la Commission Vérité et Réconciliation qui a été publiée, le rapport a été publié en 2015. Donc, on est en 2025, 10 ans plus tard. Qu'en est-il? Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'il y a des choses qui sont connues maintenant et auxquelles qu'on doit reconnaître les torts qui ont été causés et qui se perpétuent sur plusieurs générations, qui sont encore là. Et donc, c'est important d'apprendre la vérité. Et c'est important aussi de se diriger vers une réconciliation, vers une action de réconciliation. Et moi, je vois là vraiment, je vous dirais que peut-être que parce que j'ai cet âge-là, je suis moins patiente quand même. Qu'est-ce que je me rends compte que j'ai moins d'années devant moi, puis quand on me dit oui, on va mettre le temps pour le faire. Je dis oui, mais il faut accélérer un peu les choses. Il faut prendre action maintenant. Puis nous, on a la chance, comme souvent dans le monde de l'éducation, dans le monde des organismes, des organisations, des organismes communautaires, on a le beau rôle de la réparation. Et donc, il faut jouer ce rôle-là, mais on est chanceux. On a le rôle de réparation. Mais souvent, j'ai l'habitude de dire que on peut pas se réconcilier avec quelqu'un qu'on connaît pas. Donc, la première étape, c'est connaître, apprendre à connaître les nations de proximité de chez soi. Qui sont-ils? Est-ce qu'on est allé voir la page Facebook du conseil de bande de la nation locale? Est-ce qu'on est allé leur rendre une visite? Ils ont souvent des centres culturels, comme par exemple à Vancouver, le centre culturel Moscoyan. Je vais amener mes étudiants d'ailleurs le 22 septembre, pour une visite avec la personne qui nous accompagne, c'est une jeune rappeuse de la nation Moscoyan. Et ça, c'est important aussi que l'on reconnaisse que les Autochtones sont pas des artefacts. Ce sont des personnes qui sont dynamiques aujourd'hui et qui ont des projets, etc. et qui sont en cheminement justement de guérison. Mais il faut que nous, on contribue à cette guérison-là. C'est un peu ce que pour reprendre un peu ce que vous dites, c'est vrai que tout ce qu'on ne connaît pas nous fait peur. Et le fait d'apprendre à connaître, ça fait moins peur. Et en fait, on se rend compte qu'on est tous des êtres humains. Et nous, à la Boussole, on a vraiment une communauté qui est composée de plein de cultures différentes. Et c'est vraiment important pour nous de les valoriser. Et dans le sens de ce que vous venez de dire aussi, d'apprendre à les connaître, on organise du coup un atelier, comme je l'ai mentionné en introduction, mais voilà, je tiens à le ressouligner. On organise un atelier le jeudi 18 septembre de 17h à 19h avec Anjanette Dawson de la Nation Squamish, qui va aussi nous parler de la période du pré-contact et des écoles résidentielles. Pour nous, c'est vraiment primordial, en habitant au Canada, de vraiment connaître l'histoire du pays pour comprendre le fonctionnement de la société actuelle. Et pour continuer un peu sur l'histoire quand même du Canada, pour nos auditeurs, nos auditrices qui connaissent moins bien le sujet, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que furent les écoles résidentielles et leur impact sur la société actuelle du Canada? Vous avez parlé un petit peu plutôt du trauma intergénérationnel qui se transporte de génération en génération. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant qu'on installe le système des écoles résidentielles, ces sociétés-là étaient fonctionnelles, transmettaient des savoirs importants, avaient des savoirs importants sur le territoire, avaient des savoirs importants sur les plantes médicinales pour se soigner,
pour se nourrir, etc. Donc, des connaissances importantes, des connaissances sur la gestion des feux de forêt dont on a besoin aujourd'hui. Et à cause de des écoles résidentielles où on a pris les enfants carrément dans leur milieu, on les a sortis. Quelques enfants ont été envoyés. J'ai des amis et des collègues autochtones au Québec, entre autres, ils ont été envoyés à 4 ans à 300 kilomètres de chez eux. Et donc, imaginez là quelques secondes, un petit chez vous, là, votre petite fille ou votre nièce ou votre petite fille, votre petit-fils, qu'on prend à 4 ans et qu'on envoie à 300 kilomètres de chez vous et que peut-être vous allez peut-être le revoir à l'été et peut-être vous ne le reverrez jamais. Et vous savez pas ce qui s'est passé. On leur a interdit de parler leur langue. On a interdit de toute pratique culturelle. On a séparé même les familles, les petits garçons et les petites filles parce que ça suffirait pas de séparer les enfants d'une même fratrie. Mais dans les écoles résidentielles, on a séparé les frères et sœurs parce qu'il fallait une école garçon, une école fille. Et donc, c'était interdit qu'ils se parlent entre eux. Et donc, il y a un paquet de savoirs qui ont été perdus sur des générations. Et ces enfants-là qui n'ont pas connu d'amour maternel et paternel, ben, ils ont eu tendance à reproduire, évidemment, la façon dont ils ont indiqué qui était assez violente, et toutes sortes de violences. Et finalement, eux-mêmes ont malheureusement reproduit ça, et les écoles résidentielles ont duré pendant une centaine d'années, donc on a une reproduction des traumas et des séquelles de ces écoles résidentielles-là. En fait, on voulait absolument, c'était une volonté des gouvernements, et je le précise toujours quand je donne un atelier, malheureusement, c'est des gouvernements et des citoyens qui ont consenti à quelque part à ça. Donc, il faut assumer notre responsabilité de citoyen quand nos gouvernements prennent des décisions. Et c'était vraiment une décision affirmée d'évacuer et d'éliminer une culture au complet. Et c'est épouvantable dans un certain sens parce que quand il y a des langues qui ont été perdues ou presque, il reste dans certaines circonstances, il reste certaines nations, particulièrement comme le Britannique, il reste 4 locuteurs. C'est une course contre la montre là, pour pouvoir se réapproprier les langues qui sont d'une grande importance, elles sont uniques dans le monde et elles transmettent énormément de savoir parce que la structure linguistique, elle n'est pas la même que la structure indo-européenne du monde occidental. Donc, un mot va traduire, c'est une langue à verbe, donc un mot va signifier des informations importantes sur une plante, un animal marin, les caractéristiques, etc. Donc, on a un cours de biologie ou un cours sur des plantes médicinales et les propriétés seulement avec un mot. Et donc, quand on perd un mot d'une langue autochtone, c'est comme si on perdait une pharmacie. Et de là, l'importance de pouvoir justement redonner la chance aux nations autochtones de se réapproprier leur langue, de se réapproprier leur culture. Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, vous dites qu'il y a ces langues qui vont disparaître et que vous faites tout pour en garder le plus de traces possible. Comment est-ce que vous faites pour essayer que c'est c'est pas moi qui fais ça. Non, c'est pas moi qui fais ça, j'ai pas ce talent-là, mais comment on fait? Ben, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller voir des anciens enregistrements d'anthropologues, ça c'est possible de le faire, et aussi quelques anciens, quelques aînés qui restent dans les communautés, qui ont encore la connaissance des langues. Donc, on les enregistre, on parle avec eux, on leur demande des conseils. Souvent, plusieurs d'entre eux ou d'entre elles vont donner des cours, justement, de langue. Et il y a de l'espoir, parce qu'il y a des langues qui sont en train, justement, de se régénérer avec les nouvelles générations, avec le support des universités aussi. Il y a des lois qui ont été créées aussi pour préserver les langues autochtones et les revaloriser. Il y a des cours maintenant qui se donnent dans les universités canadiennes à travers le Canada sur les langues qui sont plus communes dans chacune des provinces. Donc, par exemple, à l'Université d'Ottawa, on peut apprendre l'Anishinaabe-Mowin, on peut apprendre Alkumalem, à l'université, à UBC, on peut apprendre beaucoup de langues différentes, des langues autochtones dans des collèges et des universités au Canada. Et chacun
peut le faire. Donc, c'est intéressant aussi. Il y a certaines langues qui a plus de locuteurs non autochtones que de locuteurs autochtones. OK. Mais c'est intéressant parce que ça permet à ces langues-là de se perpétuer. Ouais, d'exister. Ouais, OK, bon, c'est génial. Comme je l'ai mentionné pendant l'introduction aussi, et comme vous l'avez aussi mentionné, le 30 septembre, c'est la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Pour vous, qu'est-ce qu'elle représente, cette journée? En fait, pour moi, c'est vraiment une journée une journée de recueillement. C'est une journée où je pense aux enfants. À chaque fois que je vois des enfants, quel que soit l'âge qu'ils ont, et que je me dis qu'on a enlevé des enfants de leur milieu pour les envoyer dans un milieu qui leur était inconnu et hostile carrément. Et j'ai une pensée pour les enfants, mais aussi je me dis, ok, c'est quoi ma contribution? Comment je peux faire pour que ça puisse pas se repasser, se reproduire. Hein? Et donc, il y a l'importance de l'éducation. L'importance que plus de gens soient au courant, qu'on change le regard par rapport au premier peuple, qu'on les voit comme des communautés actuelles et dynamiques et en cheminement. Et donc, comment on peut marcher à côté d'eux pour pouvoir faire le chemin ensemble. Comme beaucoup de nos auditeurs et auditrices doivent le savoir, nous, à La Boussole, on accompagne de nombreuses personnes qui se trouvent dans des situations d'itinérance. Et selon le dernier rapport de comptage, on remarque une nouvelle fois que les personnes autochtones sont surreprésentées parmi les personnes en situation d'itinérance non abritées. Donc, 54% des répondants s'identifient comme personnes autochtones, se trouvent dans une situation d'itinérance non abritée, face à 45% pour les personnes non autochtones. Au total, sur 5232 répondants se trouvant dans une situation d'itinérance, 34% s'identifient comme personnes autochtones, soit 1068 personnes, chiffre qui a augmenté entre le précédent rapport de comptage de 2023 et celui de 2025. Vous en avez déjà un petit peu parlé pendant notre discussion, mais quels sont les gestes concrets que nous, les non-autochtones, on peut faire au quotidien pour soutenir la réconciliation au-delà de cette journée symbolique, au-delà du 30 septembre, vraiment tout au long de l'année? En fait, c'est aussi peut-être changer notre regard par rapport aux personnes, justement, qui sont autochtones et qui sont en itinérance. Changer notre regard pour toute personne en itinérance, point. Mais aussi changer notre regard par rapport aux personnes autochtones en itinérance et comprendre qu'il y a derrière tout ça des traumatismes. Et que comment on sait que l'accompagnement, un accompagnement culturel, un accompagnement par des aînés, un accompagnement en redonnant la spiritualité autochtone, on sait que certaines de ces actions-là ont des effets, même auprès des gens qui ont vécu des traumatismes et qui sont en itinérance. Les centres d'amitié autochtones jouent un grand rôle là-dedans. Il y en a un centre d'amitié autochtone à Vancouver, il y en a dans n'importe quelle grande ville d'une certaine importance au Canada. Et nous, on peut faire du bénévolat aussi dans ces centres d'amitié autochtones-là, que ce soit servir des repas, donner un coup de main pour rédiger un curriculum vitae, par exemple, ou donner du café, participer quand il y a des événements majeurs au sein du centre d'amitié autochtone, puis les accompagner dans les travaux qu'il y a à faire, aider pour apprendre l'anglais ou le français ou améliorer l'anglais, pas apprendre l'anglais mais améliorer l'anglais écrit par exemple, parce que peut-être qu'ils en auraient besoin pour trouver un emploi ou quelque chose. Il y a des petits gestes que l'on peut faire. C'est sûr qu'on peut pas on pourra pas régler en une journée les traumatismes vécus, mais on peut avoir cette bienveillance-là. Cette bienveillance, effectivement, et puis sensibiliser, se renseigner, essayer de comprendre. Vous l'avez dit aussi, rien que de regarder les pages de chaque nation sur Facebook,
d'être présent aux événements. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose à notre discussion, Diane? Je dirais que je reviens toujours à cet élément-là. C'est vraiment important de connaître, de connaître pour se réconcilier. Mmh. Puis, j'ai l'habitude de dire que, surtout nous, les francophones, on a été longtemps au tout début de l'arrivée des colons, on a été avec eux dans les mêmes canaux, assis côte à côte, épaule à épaule. Et ça, je pense qu'il faut revenir à ça. Il faut revenir à maintenant, comment on peut, contribuer, participer. Là, j'ai un petit projet, là. C'est pas nécessaire que ça soit des grandes choses. J'ai un petit projet avec l'université de British Columbia, d'ailleurs, avec des profs du département de français et de traduction. Et il y a des cartes, des petites cartes sur des plantes à travers la province. Elles sont publiées par une maison d'édition et elles sont en anglais seulement. Alors j'avais proposé que peut-être on pourrait faire éventuellement une traduction, et il y a un professeur qui s'est intéressé, donc ces étudiants et étudiantes vont contribuer à faire la traduction de ces cartes-là qui sont écrites en anglais et avec certains mots des plantes dans les langues. Ici, c'est la nation Saanich, parce que ce sont des plantes de l'île, mais on peut en trouver de ces plantes-là ailleurs dans la province. Donc, c'est un petit geste, mais c'est un geste qui montre que on considère l'importance des savoirs qu'ils détiennent et que ça vaut la peine, tout à fait, que plus de gens les connaissent, y compris les gens qui sont francophones. Bon, génial, merci beaucoup Diane d'avoir été présente aujourd'hui puis d'avoir répondu à nos questions. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Ok, merci à vous aussi et merci de l'invitation. Voici la fin de ce podcast numéro 10 à l'horizon. Je souhaite une nouvelle fois vous remercier pour votre écoute et votre soutien. Comme nous avons pu l'aborder à plusieurs reprises, la connaissance de l'histoire du Canada, dont la tragédie des écoles résidentielles, joue un rôle clé dans nos actions de sensibilisation au quotidien. Car nous pouvons le voir sur plusieurs aspects, c'est une réalité dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Leurs effets se répercutent sur les générations actuelles des premiers peuples. En comprendre l'histoire, c'est se donner les moyens d'être plus lucide face aux défis vécus par les premiers peuples, qu'il s'agisse de l'accès à l'éducation, à la santé, au logement ou encore à la transmission culturelle. C'est aussi une manière de réfléchir à notre rôle. Qu'est-ce qu'on peut faire, chacun, chacune, à notre échelle, pour contribuer à atténuer ces difficultés ? Ça peut passer par des gestes quotidiens, comme être attentif aux paroles et aux réalités autochtones, partager l'information autour de nous, ou encore appuyer des initiatives portées par les communautés. La réconciliation, ce n'est pas seulement une idée abstraite, c'est une démarche concrète qui demande d'abord une connaissance de l'histoire, pour ensuite transformer cette conscience en action. Nous vous retrouverons prochainement pour de nouvelles activités. Il est important de souligner que la Boussole ne pourrait proposer une telle offre d'activités sans les généreuses donations de la communauté. Si vous souhaitez contribuer, vous pouvez découvrir les différentes façons de le faire sur notre site internet. On vous dit à bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, et comme d'habitude, prenez soin de vous et du monde qui vous entoure.